Dracula par Bram Stoker. Chapitre 12. Journal du Dr Seward. Le 18 septembre. Je suis parti aussitôt pour Hillingham et je suis arrivé de bonne heure. Laissant la voiture à l'entrée, j'ai remonté l'allée tout seul. J'ai frappé doucement à la porte et sonné aussi discrètement que possible, craignant de déranger Lucie ou sa mère. J'espérais simplement qu'un domestique viendrait m'ouvrir. Au bout d'un moment, comme personne ne répondait, j'ai de nouveau frappé et sonné, toujours sans réponse. J'ai maudit la paresse des domestiques, encore couchés à cette heure. Il était alors en effet 10 heures. Et j'ai donc de nouveau sonné et frappé avec plus d'impatience, mais toujours sans obtenir de réponse. Jusqu'alors, j'en voulais simplement aux domestiques, mais à présent, c'était une peur terrifiante qui commençait à m'assaillir. Cette désolation n'était-elle qu'un nouveau maillon dans la chaîne fatale qui semblait se resserrer autour de nous? Était-ce en vérité une demeure de mort où j'étais venu trop tard? Je savais qu'un retard de quelques minutes, voire de quelques secondes, pourrait signifier pour Lucie des heures entières de péril, au cas où elle aurait subi encore l'une de ces effroyables rechutes. Je fis le tour de la maison pour voir si le hasard me permettait de trouver, quelque part, une autre entrée. Je ne pus trouver d'autre accès. Toutes les fenêtres et toutes les portes étaient fermées et verrouillées, et dans la perplexité, je revins vers le porche. Ce faisant, j'entendis le trottinement des sabots d'un cheval que l'on menait à vive allure. Le bruit cessa à hauteur de la grille, et quelques secondes plus tard, je fus rejoint par Van Helsing, qui remontait l'allée en courant. Me voyant, il dit d'une voix haletante : « C'était donc vous, et vous venez d'arriver. Comment va-t-elle ? Sommes-nous en retard ? Avez-vous pas reçu mon télégramme ?» Je répondis aussi vite et en termes aussi cohérents qu'il m'était possible que je n'avais eu son télégramme que le matin de bonne heure, que je n'avais pas perdu une minute pour venir sur place et que je n'arrivais pas à me faire entendre de qui que ce fût dans la maison. Il fit une pause et souleva son chapeau, tout en disant, d'un ton solennel : « Alors je crains que nous arrivions trop tard. Que la volonté de Dieu soit faite. » Avec toute l'énergie qu'il mettait d'ordinaire à se ressaisir, il poursuivit. « Tenez, s'il n'y a pas de passage pour entrer, il nous faut en pratiquer un. Le temps est désormais pour nous la chose la plus précieuse. » En contournant la maison, nous gagnâmes l'arrière, où la cuisine disposait d'une fenêtre. Le professeur prit dans sa sacoche une petite scie de chirurgien, et, me l'attendant, il désigna les barres de fer qui protégeaient la fenêtre. Je m'y attaquai aussitôt, et j'en eus très vite scié 3. Puis avec un couteau long et fin, nous repoussâmes la fixation des châssis et nous ouvrîmes la fenêtre. J'aidai le professeur à entrer et je le suivis. Il n'y avait personne dans la cuisine ni à l'office qui se trouvait tout près. Nous vérifiâmes tour à tour toutes les pièces, et dans la salle à manger, faiblement éclairée par des raies de lumière qui perçaient à travers des volets, nous trouvâmes 4 servantes étendues sur le sol. Il n'y avait pas lieu de les croire mortes, car leur respiration ronflante ainsi que l'odeur âcre du laudanum qui emplissait la pièce ne laissaient aucun doute quant à leur état. Van Helsing et moi nous regardâmes, et le professeur déclara, tandis que nous nous éloignions : « Nous pourrons nous occuper d'elle plus tard. » Puis nous montâmes jusqu'à la chambre de Lucie. Nous fîmes une courte halte à la porte pour écouter, mais il n'y avait rien à entendre. Le visage blême et les mains tremblantes, nous ouvrîmes doucement la porte et entrâmes dans la chambre. Comment décrire ce que nous y vîmes ? Sur le lit gisaient 2 femmes, Lucie et sa mère. Cette dernière était la plus éloignée de nous, et elle était recouverte d'un drap blanc dont l'air qui passait par la fenêtre brisée avait rabattu le rebord, découvrant ainsi le visage blanc aux traits tirés figé dans une expression de terreur. À côté d'elle gisait Lucie, le visage blanc et les traits encore plus tirés. Nous trouvâmes sur le buste de sa mère des fleurs qu'elle avait portées autour du cou, et sa propre gorge était dénudée, montrant les 2 petites blessures que nous avions précédemment observées, mais ayant une apparence affreusement blanche et déchiquetée. Sans souffler mot, le professeur se pencha sur le lit, sa tête touchant presque la poitrine de cette pauvre Lucie. Puis il tourna vivement la tête, comme lorsqu'on écoute quelque chose, et se redressant d'un coup, il m'a dit : « Il n'est pas trop tard. Vite, vite, apportez-moi le cognac. »
Je dégringolai l'escalier afin de le rapporter, prenant soin de le sentir et de le goûter, de peur qu'on ne l'eût à lui aussi ajouté une drogue, comme au flacon de sherry que je venais de trouver sur la table. Les bonnes respiraient encore, mais moins calmement, et je pensais que l'effet du narcotique était en train de se dissiper. Je ne restai pas pour m'en assurer, mais je m'en retournai auprès de Van Helsing. Il frotta le cognac, comme en une première occasion, sur ses lèvres, ses gencives, ses poignets, et sur la paume de ses mains. Il me dit « Voilà ce que je peux faire. C'est tout pour le moment présent. Vous, allez réveiller les bonnes. Tapotez-leur le visage avec une serviette humide. Et tapotez-les fort. Faites qu'elles préparent chaleur, feu et bain chaud. Cette pauvre créature est presque aussi froide que celle à côté d'elle. Il faudra absolument la réchauffer avant que nous fassions quoi que ce soit d'autre. » Je me suis aussitôt éloigné et je n'eus guère de difficulté à réveiller 3 de ces femmes. La 4e n'était qu'une toute jeune fille que la drogue avait à l'évidence affectée le plus fortement. Aussi je la soulevai, la déposai sur le sofa et je la laissai dormir. D'abord hébétés, les autres, en retrouvant la mémoire, pleurèrent et se mirent à sangloter d'une façon hystérique. Je me montrai cependant ferme avec elles et ne leur permis pas de parler. Je leur dis que c'était déjà bien suffisant de perdre une vie et que si elles tardaient, elles sacrifieraient Miss Lucy. Aussi, sanglotant et pleurant, elles se mirent à vaquer à leur travail, et bien qu'à moitié dévêtues, elles préparèrent du feu et firent couler de l'eau. Heureusement, le feu n'était pas éteint, dans la cuisine ni dans la chaufferie, et l'eau chaude ne manquait pas. Nous fîmes couler un bain et portant Lucie dans l'état où nous l'avions trouvée, nous la plaçâmes dans la baignoire. Tandis que nous nous employions à lui frictionner les tempes, on frappa à la porte du hall. L'une des bonnes se précipita, enfilant à la hâte quelques vêtements supplémentaires, et elle ouvrit. Puis elle revint en chuchotant qu'un monsieur était là, porteur d'un message de M. Holmwood. Je lui demandai de dire simplement qu'il lui fallait attendre car nous ne pouvions recevoir personne. Elle repartit avec ce message et, accaparée que nous étions par d'autres tâches, j'oubliais bel et bien cet homme. Depuis que je le connais, je n'ai jamais vu le professeur travailler avec un tel acharnement. Je savais, et il savait lui-même, qu'il s'agissait d'un combat en règle contre la mort. Ce que je lui dis à la faveur d'une courte pause, il me répondit sans que je comprenne, mais avec l'air le plus résolu que son visage pouvait arborer. Si ce n'était que ça, je m'arrêterai maintenant, là où nous sommes, et je la laisserai dépérir, jusqu'à rencontrer la paix, car je ne vois pas de lumière à son horizon. Il poursuivit sa tâche, avec, si je puis dire, une vigueur renouvelée, et plus frénétique encore. Nous commençâmes bientôt à nous rendre compte que la chaleur se mettait à produire quelque effet. Le cœur de Lucie, au stéthoscope, battait d'une façon un tant soit peu plus audible, et l'on pouvait observer que ses poumons étaient en mouvement. Le visage de Van Helsing était presque rayonnant, et lorsque nous l'eûmes soulevé hors de la baignoire et roulé dans un drap chaud pour la sécher, il me dit « Nous marquons les premiers. Échec au roi. » Nous avons porté Lucie dans une autre chambre, que l'on avait alors préparée. Nous l'avons mise au lit et lui avons versé de force quelques gouttes de cognac dans la gorge. J'observais que Van Helsing lui nouait un mouchoir de soie fine autour de la gorge. Elle était encore inconsciente et aussi mal en point, sinon plus, que nous l'avions vue. Van Helsing fit venir l'une des femmes et lui dit de rester auprès d'elle sans la quitter des yeux jusqu'à notre retour. Puis il me fit signe de sortir de la chambre. « Il nous faut réfléchir à ce qui doit être fait, » dit-il, pendant que nous descendions l'escalier. Dans le hall, il ouvrit la porte de la salle à manger où nous pénétrâmes, et il referma soigneusement derrière lui. On avait ouvert les volets, mais les rideaux étaient déjà tirés, en vertu de cette obéissance à l'étiquette funéraire que la Britannique des classes inférieures observe toujours rigoureusement. La pièce était donc faiblement éclairée. Il y avait néanmoins suffisamment de lumière pour ce que nous avions à faire. Un air de perplexité tempérait quelque peu la gravité de Van Helsing. À l'évidence, quelque chose le tourmentait. J'attendis donc un instant, et il finit par déclarer. « Que nous faut-il faire désormais ? Vers où allons-nous nous tourner pour trouver de l'aide ? Il nous faut faire une transfusion de sang, et vite, ou la vie de cette pauvre fille ne vaudra plus rien dans une heure. Vous êtes déjà épuisé. Je suis épuisé moi aussi. Je redoute de m'en remettre à ces femmes, même si elles avaient le courage de se plier à la chose. Que faut-il faire
pour que nous trouvions quelqu'un qui accepte d'ouvrir ses veines pour elle. Est-ce que je pose un problème ou quoi? Cette voix provenait du sofa situé à l'autre bout de la pièce, et ses accents m'emplirent le cœur de soulagement et de joie. Car c'étaient ceux de Quincy Morris. En l'entendant, Van Helsing eut d'abord un sursaut de colère, mais son visage s'adoucit, et ses yeux exprimèrent la satisfaction lorsque je m'écriai « Quincy Morris » et que je m'élançai vers lui les mains tendues. « Toi, ici je m'attendais !»« C'est seulement à cause d'Art. » Il me tendit un télégramme qui disait ce qui suit. « Pas eu de nouvelles de Seward depuis 3 jours et suis terriblement inquiet. Ne peut me libérer. Père toujours dans le même état. Fais-moi savoir comment Lucie se porte. Ne tarde pas. Holmwood. » Je crois que je suis arrivé pile poil. Tu sais qu'il suffit que tu me dises ce que je dois faire. Van Helsing s'avança et lui prit la main, le regardant droit dans les yeux, tout en lui disant « Le sang d'un homme courageux est la meilleure chose sur cette terre lorsqu'une femme en est en peine. Vous êtes un homme et il n'y a pas à s'y tromper. Eh bien, le diable peut bien faire tout ce qu'il peut contre nous, mais Dieu nous envoie des hommes quand nous en avons besoin. » Une fois encore, nous procédâmes à cette intervention épouvantable. Je n'ai pas le cœur d'en énumérer les détails. Lucie avait subi une terrible épreuve dont elle se ressentait plus qu'auparavant. Car même si ses veines recevaient du sang en abondance, son corps ne réagissait pas aussi bien au traitement que lors des précédentes occasions. C'était effrayant de la voir et de l'entendre se battre pour retrouver la vie. Néanmoins, cœurs et poumons mirent tous deux à fonctionner plus activement, et Van Helsing fit une injection sous-cutanée de morphine comme il l'avait déjà fait. L'effet en fut positif. Son évanouissement se mua en sommeil profond. Le professeur resta à la surveiller, cependant que je descendais avec Quincy Morris et que j'envoyais l'une des bonnes régler la course de l'un des cochers en attente. Je laissai Quincy étendu, après lui avoir fait boire un verre de vin, et je dis à la cuisinière de préparer un solide petit déjeuner. Puis, une idée me vint à l'esprit, et je retournai à la chambre où se trouvait désormais Lucie. Entrant doucement, je trouvai Van Helsing tenant à la main 1 ou 2 feuilles de papier à lettres. À l'évidence, il les avait lues et y réfléchissait, assis, la main soutenant le front. Son visage exprimait une satisfaction mêlée de sévérité, comme on le voit chez ceux qui sont libérés d'un doute. Il me tendit les papiers, se contentant de dire « Lucie avait ceci contre sa poitrine, mais c'est tombé quand nous l'avons porté dans son bain. » Ayant lu le document, je suis resté debout à regarder le professeur et je lui ai demandé, après un temps d'arrêt, « Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que tout cela signifie? Était-elle folle? Ou bien est-ce qu'elle l'est? Ou alors de quelle espèce d'horrible danger peut-il s'agir? » J'étais tellement stupéfait que je ne savais que dire d'autre. Van Helsing tendit la main, prit les papiers et dit « Ne vous faites pas de soucis maintenant à ce sujet. Oubliez cela pour le moment. Vous saurez et comprendrez tout en temps utile, mais cela viendra plus tard. Maintenant, qu'est-ce que vous étiez venu me dire ?» Ces mots me ramenèrent à la réalité, et je fus de nouveau pleinement moi-même. Je suis venu pour vous parler du certificat de décès. Si nous n'agissons pas comme il le faut et avec discernement, il se peut qu'il y ait une enquête, et il faudra alors montrer ce document. Je me plais à espérer que nous n'aurons pas besoin d'enquête, car si c'était le cas, cela tuerait sûrement la pauvre Lucie, à supposer qu'elle ne soit pas déjà morte pour une autre raison. Je sais, comme vous, et comme l'autre médecin qui l'a soignée, que Madame Westenra était malade du cœur, et nous pouvons certifier qu'elle en est morte. Remplissons tout de suite le certificat. Je le porterai moi-même au responsable de l'état civil avant de me rendre auprès des pompes funèbres. Ah, mon bien-aimé John, bonne idée. Vraiment. Miss Lucie, si elle peut s'attrister des ennemis qui l'assaillent, a du moins de quoi se réjouir en voyant ceux qui l'aiment. Et 1, 2 et 3 qui tous s'ouvrent les veines pour elle, en plus d'un vieil homme. Ah oui, je sais tout, ami John, je ne suis pas aveugle. Je vous en aime d'autant plus. Maintenant, allez-y. Dans le hall, je retrouvai Quincy Morris. J'étais porteur d'un télégramme destiné à Arthur, lui annonçant que Madame Westenra était morte, que Lucie, elle aussi, avait été souffrante, mais qu'elle allait mieux désormais, et que Van Helsing et moi étions à son chevet. Je lui dis où j'allais, et il me poussa à faire vite, mais au moment où je m'en allais, il déclara. « À ton retour, Jack, est-ce que je peux te dire 2 mots, en privé ?»
Je lui répondis d'un hochement de tête et je sortis. Je n'eus aucune difficulté avec l'état civil et me mis d'accord avec l'entrepreneur de pompes funèbres du lieu pour qu'il vienne dans la soirée prendre les mesures pour le cercueil et arrêter toute disposition. À mon retour, Quincy m'attendait. Je lui dis que je la verrais sitôt que j'aurais pris des nouvelles de Lucie et je montai jusqu'à la chambre de celle-ci. Elle dormait encore, et il semblait que le professeur n'avait pas bougé du siège qu'il occupait à son chevet. Le voyant porter un doigt à ses lèvres, je compris qu'il s'attendait qu'elle se réveille avant longtemps et qu'il craignait de précipiter la chose. Je descendis donc auprès de Quincy et le conduisis dans la salle du petit déjeuner, où l'on n'avait pas tiré les rideaux, et qui était un peu plus gai, ou en tout cas moins triste, que les autres pièces. Lorsque nous fûmes seuls, il me dit enfin « Jack, je ne veux pas fourrer mon nez là où je n'ai aucun droit de le faire. Mais ce n'est pas ici un cas ordinaire. Tu sais que j'aimais cette fille et que je voulais l'épouser. Mais bien que tout cela soit maintenant du passé, je ne peux m'empêcher de m'inquiéter quant à son même sujet. Quel est son problème ? Le Hollandais, et je vois bien que ce vieil homme est un chic type, a dit que vous êtes entrés tous les deux dans la salle à manger et qu'il vous fallait faire une autre transfusion de sang et que vous étiez l'un et l'autre épuisés. Bon, je sais que vous autres gens de médecine parlez sous le sceau du secret et qu'un autre bonhomme ne peut s'attendre à savoir ce qui fait l'objet de vos consultations privées. Mais il ne s'agit pas d'une affaire comme les autres. Et, quelle qu'elle soit, j'y ai tenu mon rôle. C'est bien ça ? C'est vrai, dis-je. Et il poursuivit. Je suppose que Van Helsing, comme toi, aviez déjà fait ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est bien ça ? C'est vrai. Et je devine que Hart lui-même y a trempé. Quand je l'ai vu chez lui il y a 4 jours, il avait l'air bizarre. Je n'ai jamais vu d'affaiblissement si rapide depuis mon séjour dans la Pampa quand une jument que j'aimais s'est retrouvée ratatinée en une nuit. L'une de ces grandes chauves-souris qu'on appelle vampires s'était attaquée à elle la nuit. Entre la gloutonnerie de la bestiole et la veine de la jument qui ne s'était pas refermée, celle-ci n'avait plus assez de sang dans son corps pour se remettre debout. Et il a fallu que je tire une balle dans la tête de cette bête qui gisait. Jack, si tu as le droit de me le dire, sans rien trahir de confidentiel. Arthur a été le premier, c'est bien ça ? Ce que disant, le pauvre garçon avait l'air terriblement inquiet. Le sort de la femme qu'il aimait le plongeait dans les affres du suspense, et la totale ignorance où il se trouvait face au mystère terrifiant dont celle-ci paraissait cernée rendait sa douleur plus grande encore. Son cœur même saignait, et sans toute la force virile qui était en lui, il faut dire qu'il en était abondamment pourvu, il se serait effondré. J'observai un instant de silence avant de répondre, sentant qu'il ne me fallait rien trahir de ce que le professeur voulait garder secret. Mais il en savait déjà tant, et n'en devinait pas moins. Je n'avais aucune raison de ne pas répondre. Aussi répondis-je, dans les mêmes termes, « C'est bien cela. » Et depuis combien de temps cela dure-t-il ? Une dizaine de jours. Une dizaine de jours. Alors Jack Stewart, j'ai l'impression que cette pauvre petite mignonne que nous aimons tous a durant tout ce temps reçu dans ses veines le sang de 4 hommes vigoureux. Incroyable. Comment son corps pourrait-il contenir tout cela ? Puis, s'approchant de moi, il dit, l'air farouche et chuchotant à demi. « Qu'est-ce qui a pu lui ôter tout ce sang ?» Je hochai la tête. C'est là le nœud de l'affaire. Cela agite frénétiquement Van Helsing, et quant à moi, je ne sais plus où j'en suis. Je n'ai même pas une hypothèse à risquer. Une série de petits détails a bousculé toutes les dispositions que nous avions élaborées pour que Lucie soit efficacement surveillée. Mais cela ne se reproduira plus. Nous restons ici jusqu'à ce que tout s'arrange. Ou que tout s'aggrave. J'en serai, moi aussi. Le Hollandais et toi, vous me direz ce que je dois faire. Et je le ferai. Lorsqu'elle s'éveilla en fin d'après-midi, le premier mouvement de Lucie fut de porter la main à sa poitrine, et à ma grande surprise, elle fit apparaître le document que Van Helsing m'avait fait lire. Le prudent professeur l'avait replacé là d'où il venait, afin qu'elle ne s'alarme pas à son réveil. Son regard se posa sur Van Helsing, et sur moi aussi, et se mit à briller de contentement. Puis elle parcourut des yeux la chambre, et voyant où elle était, elle frissonna. Elle poussa un grand cri, et cacha son visage blême derrière ses pauvres mains émaciées. Nous sûmes, tous deux, ce que cela signifiait. Elle avait toujours parfaitement conscience que sa mère était morte,
Aussi fîmes-nous notre possible pour la réconforter. La compassion lui a apporté à coup sûr quelques soulagements, mais elle était fort abattue et découragée, et elle pleura longtemps, en silence, et sans la moindre énergie. Nous lui dîmes que l'un l'autre, ou les deux à la fois, nous resterions, désormais, en permanence auprès d'elle, ce qui parut la réconforter. Vers le crépuscule, elle se mit à somnoler. C'est alors que se produisit quelque chose de très étrange. Sans sortir de son sommeil, elle prit le document qui était contre sa poitrine et le déchira en deux. Van Helsing s'approcha et lui prit les morceaux. Malgré cela, elle continua néanmoins de faire le geste de déchirer, comme si ce matériau était toujours entre ses mains. Elle finit par se lever et les ouvrir comme pour éparpiller les fragments. Van Helsing parut surpris et ses sourcils se rejoignirent comme s'il était absorbé dans ses pensées, mais il ne dit rien. Journal du docteur Seward, le 19 septembre. Elle a eu toute la nuit un sommeil agité, craignant toujours de dormir, et elle était un tant soit peu plus faible en se réveillant. Le professeur et moi l'avons veillée tour à tour, et nous ne l'avons pas laissée seule un instant. Quincy Morris n'avait rien dit de ses intentions, mais je savais que toute la nuit il n'avait cessé de patrouiller autour de la maison. Lorsque le jour s'est levé, sa lueur pénétrante comme un projecteur fit voir quel ravage avait sapé les forces de cette pauvre Lucie. C'était à peine si elle pouvait tourner la tête et elle parut ne tirer aucun bénéfice du peu de nourriture qu'elle prit. Parfois elle dormait, et Van Helsing observa comme moi à quel point elle était différente endormie et éveillée. Quand elle dormait, elle paraissait plus forte, bien que plus hagarde, et sa respiration était plus douce. La bouche ouverte laissait voir des gencives pâles, rétractées par rapport aux dents qui, de la sorte, semblaient nettement plus longues et plus acérées qu'à l'accoutumée. Quand elle s'éveillait, la douceur de ses yeux modifiait à d'évidence son expression, car elle se ressemblait de nouveau, mais avec l'air d'une mourante. Dans l'après-midi, elle demanda à voir Arthur, et nous lui envoyâmes un télégramme. Quincy alla le chercher à la gare. À son arrivée, il était près de 6 heures. Le soleil déclinait dans toute sa chaude plénitude, et la lumière rouge entrait à flots par la fenêtre, rehaussant la couleur des joues pâles. En la voyant, Arthur s'étrangla, littéralement, sous l'effet de l'émotion, et nul d'entre nous ne fut à même de parler. Ces dernières heures, les courtes périodes de sommeil, ou d'état comateux que pouvait passer pour telles, étaient devenues plus fréquentes, si bien que les interruptions permettant la conversation s'étaient faites plus brèves. La présence d'Arthur néanmoins parut agir comme un stimulant. Elle reprit quelque force et lui parla avec plus de vivacité qu'elle ne l'avait fait depuis notre arrivée. Lui-même se ressaisit, parlant aussi gaiement qu'il le pouvait, de sorte que tout a pu se passer le moins mal possible. Il est maintenant presque 1 heure du matin, et Van Helsing et lui sont assis à son chevet. Je dois les relever dans un quart d'heure et j'enregistre ceci sur le phonographe de Lucie. Jusqu'à 6 heures du matin, il faut qu'elle tente de se reposer. Je crains que demain, nous n'ayons plus à veiller car le choc subi a été trop grand. La pauvre enfant ne peut revenir à la vie. Que Dieu nous vienne en aide à tous. Lettre de Mina Harker à Lucy Westenra, non ouverte par cette dernière, le 17 septembre. Ma très chère Lucie, il y a une éternité que je n'ai pas eu tes nouvelles, ou en vérité que je ne t'ai pas écrit. Tu me pardonneras, je le sais, tous mes manquements lorsque tu auras lu mon petit lot de nouvelles. Eh bien, j'ai ramené mon mari sans difficulté. À notre arrivée à Exeter, une voiture nous attendait avec à l'intérieur M. Hawkins, en dépit de l'accès de goutte dont il souffrait. Il nous a emmenés à son domicile personnel, où nous attendait un appartement vraiment très agréable et confortable, et nous avons dîné ensemble. Après le dîner, M. Hawkins a dit « Mes chers enfants, je souhaite boire à votre santé et à votre prospérité, que toutes les bénédictions vous soient accordées. Je vous connais l'un et l'autre depuis votre enfance, et c'est avec affection et orgueil que je vous ai vu grandir. Maintenant, je souhaite que vous habitiez ici avec moi. Je n'ai plus d'enfants, tous ont disparu, et par mon testament, je vous ai tout laissé. J'en ai pleuré, bien chère Lucie, tandis que Jonathan et ce vieux monsieur se serraient la main. Ce fut pour nous une soirée très, très heureuse. Nous voici donc installés dans cette belle et vieille maison. De ma chambre à coucher comme de mon salon, je vois les grands ormes de l'enclos de la cathédrale, leurs grands troncs noirs se détachant sur la vieille pierre jaune de celle-ci. J'entends au-dessus de moi les corneilles qui croassent, qui bavardent, papotent toute la journée,
à la manière des corneilles et des êtres humains. Je m'emploie, je n'ai pas besoin de te le dire, à mettre les choses en ordre et à veiller sur la maison. Jonathan et M. Hawkins travaillent toute la journée car maintenant que Jonathan est devenu associé, M. Hawkins souhaite tout lui dire à propos des clients. Comment va ta chère mère? J'aimerais pouvoir faire en ville un saut d'un jour ou deux pour te voir, ma chère, mais je n'ose pas encore m'en aller. Si nombreuses sont les tâches qui m'incombent, et il faut encore veiller sur Jonathan. Il commence à se remplumer, mais cette longue maladie l'a terriblement affaibli. Même maintenant, il lui arrive de se réveiller soudain en sursaut, et c'est tout tremblant qu'il ouvre les yeux, jusqu'à ce que je lui fasse retrouver sa placidité habituelle, à force de cajolerie. Pourtant, Dieu merci, ces incidents se font au fil des jours de moins en moins fréquents, et ils finiront par cesser totalement, en tout cas, je l'espère. Maintenant que je t'ai fait part de mes nouvelles, permets-moi de te demander quelles sont les tiennes. Quand vas-tu te marier? Ou qui va célébrer la cérémonie? Quelle tenue porteras-tu? Est-ce que ce sera un grand mariage ou quelque chose d'intime? Dis-moi tout, ma chère. Car rien de ce qui t'intéresse ne peut me laisser indifférente. Jonathan me demande de t'adresser son respectueux souvenir, mais je ne pense pas que cela soit assez de la part du nouvel associé de l'importante société Hawkins et Harker. Aussi, comme tu m'aimes, qu'il m'aime et que je t'aime à tous les temps et à toutes les modes de ce verbe, je me contente de t'adresser à la place son affection. Je te dis au revoir, ma très chère Lucie, et je te souhaite toutes les bénédictions du monde. À toi, Mina Harker. Rapport de Patrick Hennessy à John Seward, M.D., le 20 septembre. Chers confrères, conformément à vos souhaits, je vous adresse ci-joint le rapport concernant tout ce dont vous m'aviez laissé la responsabilité. En ce qui concerne le patient Rainfield, il y aura de quoi dire. Il a connu une autre crise qui aurait pu se terminer d'une manière terrifiante, mais qui fort heureusement n'a pas eu de conséquences fâcheuses. Cet après-midi, le chariot d'un transporteur avec 2 hommes à bord a rendu visite à la maison vide dont le parc jouxte le nôtre. Maison vers laquelle, vous vous en souvenez, le patient s'est 2 fois échappé. Les hommes se sont arrêtés à notre grille pour demander leur chemin au portier, quand ils ne connaissaient pas les lieux. Après dîner, en train de fumer, j'étais moi-même à la fenêtre du bureau à regarder dehors et j'ai vu l'un d'eux se diriger vers la maison. À son passage près de la fenêtre de la chambre de Rainfield, le patient s'est mis à l'apostropher depuis cette pièce, le traitant de tous les noms auxquels il pouvait penser. L'homme, qui semblait plutôt convenable, s'est contenté de lui demander de la boucler, vu qu'il n'était qu'un pauvre type qui parlait grossièrement. Là-dessus, notre homme l'a accusé de le voler et de vouloir le tuer, ajoutant qu'il l'en empêcherait, même si pour ce motif il devrait se balancer au bout d'une corde. J'ai ouvert la fenêtre faisant signe à l'homme de ne pas faire attention et il s'est contenté de dire, après avoir regardé attentivement les lieux et s'être fait une idée du genre d'endroit où il avait échoué. « Mon Dieu, monsieur, je m'en vais tout de même pas me tracasser de ce qu'on me raconte dans un fichu asile de fous. Je vous plains, votre patron et vous, d'avoir à vivre dans cette maison avec une bête sauvage comme ce gars-là. » Puis il m'a demandé son chemin très poliment et je lui ai dit où se trouvait la grille de la maison vide. Il s'en est allé, poursuivi par les menaces, les malédictions et les injures de notre homme. Je suis descendu voir s'il m'était possible d'identifier le motif de sa colère, puisqu'il se comporte si bien à l'ordinaire et que rien de tel ne s'est jamais produit, si l'on accepte ses accès de violence. J'ai eu la stupéfaction de le trouver très calme, et tout à fait de bonne humeur. J'ai tenté de le faire parler de l'incident, mais avec affabilité, il m'a demandé ce que je voulais dire, me donnant à croire qu'il avait tout oublié de cette affaire. Je suis au regret de dire que ce n'était là cependant qu'un nouvel exemple de sa duplicité, car dans la demi-heure, il fut à nouveau question de lui. Il s'était cette fois échappé par la fenêtre de sa chambre et descendait l'allée en courant. Criant aux surveillants de me suivre, je me suis lancé à sa poursuite car je craignais qu'il n'eût décidé de commettre quelque mauvais coup. Mes craintes se sont révélées justifiées, lorsque j'ai vu le véhicule qui avait déjà longé notre propriété être en train de repasser sur la route, chargé de quelques grandes caisses de bois. Les hommes s'essuyaient le front et ils avaient le visage empourpré comme après avoir fourni de violents efforts. Avant que je ne puisse le rejoindre, le patient s'est précipité sur eux et, faisant tomber l'un d'eux du chariot, il s'est mis à le frapper la tête contre le sol. Si je ne l'avais pas aussitôt attrapé, je crois qu'il aurait tué l'homme sur place. L'autre a sauté à terre et l'a frappé la tête avec le manche de son gros fouet. Un coup terrible. Il n'a cependant guère paru s'en soucier, mais il l'a saisi à son tour et s'est battu contre nous 3, nous secouant de droite comme de gauche comme si nous étions des chatons. Vous savez que je ne suis pas quelqu'un de frêle. Les autres étaient tous 2 corpulents.
Au début, il se battait en silence, mais lorsque nous avons commencé à le maîtriser et que les surveillants lui passaient une camisole de force, il s'est mis à crier « Je vais les tenir en échec. Ils ne me voleront pas. Ils ne me feront pas mourir à petit feu. Je me battrai pour mon seigneur et maître. » Avec toute une série de divagations incohérentes de la même espèce. Ce n'est pas sans de considérables difficultés qu'ils l'ont reconduit à l'intérieur pour le mettre dans la pièce capitonnée. L'un des surveillants hardis avait un doigt cassé, mais je l'ai remis en place. Il va mieux. Les deux transporteurs ont commencé par tempêter, nous menaçant de nous poursuivre en dommages et intérêts, et promettant de faire pleuvoir sur nous toutes les rigueurs de la loi. À leurs menaces se mêlait pourtant une sorte de regret indirect d'avoir tous deux été vaincus par un fou si peu vigoureux. Selon eux, s'ils n'avaient pas dû épuiser leurs forces en portant et en soulevant ces lourdes caisses pour les mettre sur le chariot, ils n'en auraient fait qu'une bouchée. Comme autre raison de leur défaite, ils firent mention de la soif extraordinaire à laquelle les avait réduits leurs tâches, accomplies dans la poussière, et de la distance choquante qui séparait l'endroit où ils s'étaient échinés de tout lieu de délassement public. Je compris parfaitement où ils voulaient en venir, et après un verre de grog plein à ras-bord, ou, pour mieux dire, plusieurs verres, munis chacun d'un souverain, ils n'attachèrent plus que peu d'importance à l'agression, et jurèrent qu'ils feraient face à n'importe qui quand un fou, ou pire encore, si cela leur valait le plaisir de rencontrer un gars aussi fichtrement sympathique que le sous-signé. J'ai pris leur nom et adresse en cas de besoin. Il s'agit de Jack Smollett et de Thomas Snelling. Tous deux sont des employés de Harris et Fils, déménagement et transport maritime, Orange Masters Yard, à Soho. Je vous ferai part de tout événement intéressant susceptible de se produire ici, et vous télégraphierez aussitôt s'il se produit quoi que ce soit d'important. Veuillez agréer, cher confrère, l'assurance de ma considération distinguée. Patrick Hennessy. Lettre de Mina Harker à Lucy Westenra. Le 18 septembre. Ma très chère Lucie, c'est un bien grand malheur qui vient de nous frapper. M. Hawkins est mort subitement. Certains penseront peut-être que nous n'avons pas lieu de tant nous en attrister, mais nous avions fini par tant l'aimer l'un et l'autre que c'est vraiment comme si nous avions perdu un père. Je n'ai jamais connu ni père ni mère, de sorte que la mort de ce cher et vieux monsieur est pour moi un vrai malheur. Jonathan est infiniment affligé. Il ne ressent pas seulement du chagrin, un profond chagrin pour cet homme cher et bon qui, toute sa vie, s'est comporté avec lui avant de le traiter à la fin comme son propre fils. Lui laissant une fortune qui, pour des gens comme nous, élevés dans un milieu modeste, représente une opulence dont même les avares n'oseraient pas rêver. Mais Jonathan a une autre raison d'être peiné par cet événement. Il dit que l'ensemble des responsabilités que cela fait peser sur lui le rend nerveux. Il commence à douter de lui-même. J'essaie de le réconforter, et la foi que j'ai en lui l'aide à avoir foi en lui-même. Mais c'est là que la grave épreuve qu'il a traversée se fait le plus sentir. Comme il est pénible qu'une nature aussi simple, noble et forte que la sienne, une nature qui lui a permis, avec l'aide de notre cher et bon ami, de s'élever en quelques années du rang de clerc à celui d'avoué, soit à ce point diminuée que cela même qui faisait sa force a disparu. Pardonne-moi, ma chère, si je t'importune avec mes soucis au moment même où tu connais le bonheur, mais, chère Lucie, il faut que je parle à quelqu'un tant je suis éprouvé par l'effort que je dois fournir afin de présenter à Jonathan une courageuse et joyeuse figure. Je n'ai ici personne à qui je puisse me confier. Aller à Londres me fait peur, et pourtant il faut que nous y allions après-demain, car ce pauvre M. Hawkins a voulu, par ses dispositions testamentaires, être enterré dans la même tombe que son père. Comme il n'a pas de famille, ce sera à Jonathan de conduire le deuil. Je tâcherai de faire un saut pour te voir, ma très chère, ne serait-ce que quelques instants. Désolé de t'importuner, avec toutes mes bénédictions. Ta Mina Harker, qui t'aime. Journal du Dr Seward, le 20 septembre. Ce n'est que grâce à ma détermination et à la force de l'habitude que je suis en état de tenir mon journal ce soir. Je suis si malheureux, si découragé, si las de ce monde et de tout ce qui s'y passe, y compris de la vie. Il m'importerait peu d'entendre en ce moment même battre les ailes de l'ange de la mort. Mais ce n'est pas pour rien qu'il a fait, ces derniers temps, battre ses sinistres ailes. La mère de Lucie, le père d'Arthur, et maintenant... Mais il me faut poursuivre ma tâche. J'ai, comme convenu, pris la relève de Van Helsing pour veiller Lucie.
Nous voulions qu'Arthur aille lui aussi se reposer, mais il a commencé par refuser. Ce n'est que lorsque je lui ai dit que nous aurions besoin de son aide pendant la journée et qu'il ne fallait pas que nous effondrions tous, faute de repos, de peur que Lucie n'en pâtît, qu'il a accepté de s'en aller. Van Helsing s'est montré très gentil avec lui. « Venez, mon enfant, avait-il dit, venez avec moi. Vous êtes malade, vous êtes fatigué, vous avez eu beaucoup de chagrin et beaucoup de souffrance, ainsi que cette mise à contribution de vos forces que nous savons. Il ne faut pas que vous soyez seul, car être seul, c'est être plein de pleurs et d'alarmes. Venez au salon, il y a un grand feu, 2 sofas. Vous serez étendus sur l'un d'eux et moi sur l'autre. Notre sympathie nous réconfortera l'un l'autre, même si nous ne parlons pas et même si nous dormons. » Arthur s'en est allé avec lui, se retournant pour jeter un regard nostalgique au visage de Lucie, qui reposait sur son oreiller presque plus blanc que le tissu de Baptiste. Elle était complètement immobile, et j'ai parcouru la pièce du regard pour m'assurer que tout était en ordre. J'ai vu que le professeur avait donné suite dans cette pièce, comme il l'avait fait dans l'autre, au projet qu'il avait de recourir à l'ail. Le châssis des fenêtres en était empuanti et autour du cou de Lucie, par-dessus le mouchoir de soie que Van Helsing l'obligeait à garder, se trouvait une guirlande grossière faite des mêmes fleurs odorantes. Lucie respirait d'une manière plutôt ronflante et son visage avait son pire aspect. La bouche ouverte découvrant les gencives pâles, ses dents dans une lumière faible et incertaine, semblaient plus longues et plus acérées que ça n'avait été le cas ce matin. En particulier, en raison de quelques effets lumineux, les canines semblaient plus longues et plus acérées que les autres dents. Je me suis assis à côté d'elle et elle n'a pas tardé à bouger, non sans difficulté. Au même moment, il s'est produit une sorte de battement ou de heurt, sourd, à la fenêtre. Je m'en suis approché discrètement et j'ai regardé en soulevant un coin du store. Le clair de lune étincelait et j'ai vu alors que ce bruit était celui d'une grande chauve-souris qui volait en décrivant des arcs de cercle, certainement attirée par la lumière, quelque faible qu'elle fût, et qui, par intervalles, frappait les fenêtres de ses ailes. En reprenant mon siège, j'ai constaté que Lucie avait légèrement bougé et qu'elle avait arraché les fleurs d'ail qui lui couvraient la gorge. Je les ai replacées aussi bien que possible et je suis resté assis à la veiller. Elle se réveilla bientôt. Je lui ai donné de la nourriture, comme Van Helsing l'avait prescrit. Elle n'en a pris que peu et qui plus est sans aucune énergie. Cette lutte sourde dont l'objet est de vivre, de reprendre des forces qui avaient jusqu'à présent si fortement caractérisé son mal, semblait l'avoir quittée. J'ai trouvé curieux qu'au moment même où elle reprenait conscience, elle serra contre elle les fleurs d'ail. Il était assurément étrange que chaque fois qu'elle tombait dans cet état léthargique, avec cette respiration ronflante, elle éloigna les fleurs de sa personne, mais qu'à son réveil, elle les agrippa en les maintenant contre elle. Il était impossible de mésinterpréter ce fait, car durant des longues heures qui suivirent, elle a traversé de nombreuses phases de sommeil et d'éveil, et ces 2 gestes-là se sont répétés à maintes reprises. À 6 heures du matin, Van Helsing est venu me relever. Arthur s'était alors assoupi, et il a eu suffisamment d'humanité pour le laisser dormir. Lorsqu'il vit le visage de Lucie, je l'entendis inspirer avec le sifflement qui lui était coutumier, et il m'a dit en chuchotant avec une certaine vivacité « Remontez le store. J'ai besoin de lumière. » Puis il s'est penché, et le visage touchant presque celui de Lucie, l'a examiné soigneusement. Il a ôté les fleurs et soulevé le mouchoir de soie qui lui recouvrait la gorge. Ce faisant, il eut un mouvement de recul, et je l'ai entendu s'exclamer « Mein Gott !» tandis que ces mots s'étouffaient dans sa gorge. Je me suis penché et j'ai moi aussi regardé, et ce que j'ai pu observer m'a transpercé d'un étrange frisson. Les blessures à la gorge avaient totalement disparu. Pendant 5 minutes, sans désemparer, Van Helsing est resté debout devant elle, à la regarder, le visage plus grave que jamais. Puis il s'est tourné vers moi, et il m'a dit, calmement, « Elle est en train de mourir. Il n'y en a maintenant plus pour longtemps. Il y aura une grande différence, croyez-moi, si elle meurt consciente ou durant son sommeil. Réveillez ce pauvre garçon et faites-le venir pour qu'il assiste à la fin. Il nous fait confiance. Et nous lui avons promis. » Je me rendis dans la salle à manger, je le réveillai. Il resta un moment étourdi, mais en voyant la lumière pénétrer à flot par l'intervalle entre les volets et les murs, il crut qu'il était trop tard, et il laissa voir sa peur. Je l'assurai que Lucie dormait toujours, mais je lui dis, avec toute la douceur dont j'étais capable, que Van Helsing et moi craignions tous deux que la fin ne fût proche.
Il se couvrit le visage des mains et se laissa glisser à genoux à côté du sofa, où il demeura peut-être 1 minute, la tête enfouie dans les mains, priant tandis que ses épaules sous le coup du chagrin étaient secouées de sanglots. Je l'ai pris par la main et je l'ai relevé. « Viens, ai-je dit, mon cher et vieux camarade, rassemble tout ton courage. Cela sera mieux pour elle et lui rendra les choses plus faciles. » Lorsque nous sommes entrés dans la chambre de Lucie, je vis que Van Helsing, prévoyant comme à l'accoutumée, avait tout remis en ordre, donnant à la scène une apparence aussi agréable que possible. Il était allé jusqu'à brosser les cheveux de Lucie, qui laissait ainsi retomber sur l'oreiller l'éclat de leur habituelle ondulation. Elle ouvrit les yeux à notre entrée dans la pièce, et le voyant, elle chuchota doucement. « Arthur, oh mon amour, je suis si heureuse que tu sois venu. » Il était en train de se baisser pour l'embrasser lorsque Van Helsing lui fit signe de reculer. « Non, pas encore. Tenez-lui la main. Cela la réconfortera d'autant plus. » Ainsi Arthur lui prit la main et s'agenouilla à côté d'elle. Elle était magnifique. La douceur de l'ensemble de ses traits assortie à la beauté angélique de ses yeux. Puis, petit à petit, ses yeux se fermèrent et elle s'endormit. Pendant un petit moment, sa poitrine se souleva doucement, tandis que son souffle allait et venait comme celui d'un enfant fatigué. Et puis, insensiblement, se produisit l'étrange changement que j'avais remarqué pendant la nuit. Sa respiration devint ronflante. La bouche s'ouvrit et des gencives pâles rétractées faisaient paraître les dents plus longues et plus acérées que jamais. Un peu à la manière d'une somnambule, d'une façon imprécise et consciente, elle ouvrit les yeux, désormais sombres et durs à la fois, et elle dit d'une voix douce et voluptueuse que je n'avais jamais entendu sortir de ses lèvres. « Arthur, oh mon amour, je suis si heureuse que tu sois venu. Embrasse-moi. » Arthur se pencha avec ardeur pour l'embrasser, mais à cet instant, Van Helsing, que la voix de la jeune fille avait stupéfié comme moi, se précipita sur lui, et lui attrapant le cou à 2 mains, le tira en arrière avec une force furieuse, dont je n'aurais jamais cru qu'elle fût en lui. Puis il le projeta littéralement, lui faisant presque traverser la pièce. « Jamais de la vie! Jamais de la vie! Si vous tenez à votre âme et à la sienne !» Et se dresser entre eux, tel un lion aux abois. Arthur fut si interdit que pendant quelques instants il ne sut que faire ou dire. Avant même de ressentir un quelconque accès de violence, il prit conscience de l'endroit où il était et de ce qui se passait. Il resta alors silencieux, en attente. Comme Van Helsing, je ne quittais pas Lucie des yeux. Nous vîmes un spasme quasi rageur parcourir fugitivement son visage. Les dents acérées s'écartèrent pour se rejoindre dans un claquement, puis ses yeux se refermèrent, et elle se remit à respirer lourdement. Très peu de temps après, elle rouvrit les yeux qui retrouvèrent toute leur douceur. Étendant sa pauvre main pâle et émaciée, elle prit celle de Van Helsing, grande et brune. Elle attira cette main vers elle et lui donna un baiser. « Fidèle ami, mon fidèle ami et ami d'Arthur, veillez sur lui, donnez-lui la paix. » « Je le jure, » dit-il avec solennité, s'agenouillant à côté d'elle et levant la main comme quelqu'un qui prête serment. Puis il se tourna vers Arthur et lui dit « Venez, mon enfant, prenez-lui la main et donnez-lui un baiser sur le front, un seul. » Ce furent leurs yeux qui se joignirent dans leurs lèvres et ils se séparèrent. Les yeux de Lucie se fermèrent. Van Helsing, qui avait tout observé attentivement, prit le bras d'Arthur et l'éloigna. Alors la respiration de Lucie se fit de nouveau ronflante, puis cessa tout d'un coup. « C'est fini. Elle est morte, » dit Van Helsing. Je pris Arthur par le bras et le conduisis au salon où il s'assit et se couvrit le visage des mains, sanglotant si fort que j'en eus le cœur presque brisé. Je retournai à la chambre et j'y trouvai Van Helsing qui regardait la pauvre Lucie, le visage plus grave que jamais. Le corps de la jeune fille avait subi quelques changements. La mort lui avait rendu une partie de sa beauté car sur son front et ses joues, ses traits avaient retrouvé quelque souplesse. Même les lèvres avaient perdu leur pâleur mortelle. On nous dit que le sang qui n'était plus requis pour actionner le cœur avait reflué afin de rendre la dureté de la mort aussi peu brutale que possible. Nous croyions qu'elle mourait en dormant et qu'elle dormait en mourant.
Debout à côté de Van Helsing, j'ai dit « Eh bien, pauvre fille, elle connaît enfin la paix. Voici la fin. » Il s'est tourné vers moi, disant avec une gravité solennelle « Il n'en est pas ainsi, hélas, pas ainsi. Ce n'est que le commencement. » Lorsque je lui ai demandé ce que cela signifiait, il s'est contenté de hocher la tête et de répondre « Nous ne pouvons rien faire pour l'instant. Attendons la suite des événements. » Chapitre 13. Journal du docteur Seward. Des dispositions furent prises pour que les funérailles aient lieu le surlendemain, ce qui permettrait d'enterrer ensemble Lucie et sa mère. Je m'occuperai de toutes ces horribles formalités et l'entrepreneur de pompes funèbres, dans son urbanité, montra que son équipe souffrait ou bénéficiait de la même affabilité obséquieuse que lui. La femme chargée de la toilette des morts alla jusqu'à me faire remarquer d'une façon confidentielle et confraternelle, en sortant de la chambre mortuaire. « Elle fait un bien beau cadavre, monsieur. C'est un vrai privilège de s'occuper d'elle. J'irai même jusqu'à dire qu'elle fera honneur à notre société. » J'observai que Van Helsing n'était jamais bien loin. La désorganisation de la maisonnée le permettait. Il n'y avait pas de famille à proximité, et comme il fallait qu'Arthur s'en aille le lendemain pour assister aux funérailles de son propre père, nous ne fûmes pas en état d'aviser qui que ce fût parmi les gens qui auraient dû être conviés. Dans ces circonstances, nous prîmes l'initiative, Van Helsing et moi, d'examiner les documents. Il insista pour voir lui-même les papiers de Lucie. Je lui en demandai la raison, craignant que l'étranger qu'il était ne fût pas parfaitement au fait de nos exigences juridiques, et qui ne créât de ce fait par ignorance quelques difficultés inutiles. Il me répondit « Je sais. Vous oubliez que je suis juriste en même temps que médecin. Mais ce n'est pas entièrement de loi qu'il s'agit ici. Vous le saviez lorsque vous avez évité l'enquête du coroner. J'ai encore d'autres choses à éviter. Il y a peut-être des papiers comme ceci. » Tout en parlant, il prit dans son portefeuille le mémoire que Lucie avait gardé sur elle et qu'elle avait déchiré durant son sommeil. « Quand vous aurez trouvé les renseignements sur Avoué, qui s'occupe des affaires de feu Madame Westenra, scellez tous ces papiers et écrivez-lui ce soir. Moi, je veille ici dans cette chambre et dans l'ancienne chambre de Lucie toute la nuit, et je cherche moi-même ce qui peut être trouvé. Il n'est pas séant que ses pensées les plus personnelles passent entre les mains d'inconnus. » Je continuais à vaquer aux tâches qui me revenaient, et une demi-heure plus tard, j'avais trouvé le nom et l'adresse de l'avoué, et je lui avais écrit. Tous les papiers de cette pauvre femme étaient en ordre. Les instructions explicites au sujet du lieu d'inhumation y étaient données. À peine avais-je cacheté la lettre que Van Helsing, à ma grande surprise, fit son entrée dans la pièce, et qu'il me dit « Puis-je vous aider, ami John? Je suis libre et prêt à vous aider. Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?» Ce à quoi il répondit « Je ne cherchais rien de précis. J'espérais seulement trouver, et trouver j'ai bel et bien tout ce qu'il y avait. Seulement quelques lettres, quelques mémoires, et un journal qui venait d'être commencé. Mais je les ai avec moi, et pour l'instant nous n'en dirons rien. Je verrai ce pauvre garçon demain soir, et avec son accord, j'utiliserai certains de ces documents. » Lorsque nous en eûmes fini avec le travail que nous avions entamé, il me dit « Maintenant, ami John, je pense que nous pouvons nous retirer pour la nuit. Nous avons besoin de sommeil, vous et moi, et de repos pour récupérer nos forces. Demain, nous aurons beaucoup à faire. Mais pour la nuit qui vient, personne n'a besoin de nous. Hélas. » Avant d'aller nous coucher, nous allâmes voir la pauvre Lucie. Les pompes funèbres avaient assurément bien fait leur travail, car on avait transformé la chambre en une petite chapelle ardente. Il y avait une profusion de belles fleurs blanches et l'on avait donné à la mort une apparence aussi peu repoussante que possible. On avait placé le rebord du linceul sur le visage. Lorsque le professeur se pencha pour le retourner doucement, nous fûmes tous deux saisis de la beauté qui s'offrait à nous, et l'oncierge l'éclairant assez pour la rendre bien visible. Tout le charme de Lucie lui était revenu dans la mort, et les heures qui venaient de s'écouler, au lieu de laisser la trace des doigts de la décomposition qui efface toute chose, n'avaient fait que restaurer la beauté de la vie, au point qu'il m'était vraiment impossible de croire que je regardais un cadavre.
Les traits du professeur étaient empreints d'une gravité austère. Il ne l'avait pas aimé comme moi, et ses yeux n'avaient pas à pleurer. Il me dit « Restez, jusqu'à mon retour ». Puis il quitta la pièce. Il revint avec une poignée d'ail sauvage pris dans la caisse qui attendait dans le hall, mais que l'on n'avait pas ouverte. Et il en disposa les fleurs parmi les autres qui se trouvaient sur le lit et autour de celui-ci. Puis il prit à son cou, dans son col, un petit crucifix en or qu'il plaça sur la bouche de Lucie. Il remit le linceul en place et nous partîmes. J'étais dans ma chambre en train de me déshabiller lorsque, après m'avoir averti en frappant à la porte, il pénétra et se mit sur le champ à parler. « Demain, je veux que vous m'apportiez avant la nuit un jeu de bistouri de médecine légale. Faut-il que nous pratiquions une autopsie? Oui et non. Je veux opérer, mais non comme vous le pensez. Je vous en parle maintenant, mais pas un mot à qui que ce soit d'autre. Je veux lui couper la tête et lui ôter le cœur. Ah, vous, le chirurgien, êtes si choqué. Vous, que j'ai vu sans tremblement de la main ni du cœur faire des opérations de vie et de mort qui font frémir tous les autres. Il ne faut pas que j'oublie, mon cher ami John, que vous l'aimiez. Et je ne l'ai pas oublié, car c'est moi qui opérerai. Et il vous faudra seulement m'assister. J'aimerais faire cela le soir, mais je ne dois pas, pour Arthur. Il sera libre après les funérailles de son père demain, et il voudra la voir. Il voudra voir cette chose. Puis quand elle sera au cercueil et prête pour le jour d'après, vous et moi, nous viendrons quand tout le monde dormira. Nous dévisserons le couvercle du cercueil et ferons notre opération. Et puis nous replacerons tout. Donc aucun ne saura, excepté nous seuls. Et pourquoi ferions-nous cela? Cette fille est morte. Pourquoi mutiler inutilement son pauvre corps? Et s'il n'y a aucune nécessité d'autopsie et rien à gagner, ni pour elle, ni pour nous, ni pour la science, ni pour le savoir de l'humanité, pourquoi le faire? Sans cette nécessité, c'est absolument monstrueux. En guise de réponse, il posa la main sur mon épaule et dit avec une infinie tendresse: « Ami John, j'ai pitié de votre pauvre cœur qui saigne, et je vous aime d'autant plus qu'il saigne tellement. Si je pouvais, je me chargerais moi-même du fardeau que vous portez, mais il y a des choses que vous ne connaissez pas, mais que vous connaîtrez bientôt, et vous me bénirez de vous avoir fait connaître, même si ce ne sont pas des choses plaisantes. John, mon enfant, vous êtes mon ami depuis maintenant des années. M'avez-vous vu faire quoi que ce fût sans de bonnes raisons? Je peux me tromper, je ne suis qu'un homme, mais je crois en tout ce que je fais. N'est-ce pas à cause de cela que vous m'avez appelé quand il est venu? Si. N'avez-vous pas été éberlué, je dirais même horrifié, quand je n'ai pas voulu permettre à Arthur de donner un baiser à son amour alors qu'elle mourait, et que je l'ai arraché à elle de toutes mes forces? Si. Et pourtant vous avez vu comme elle m'a remercié, de ses yeux si beaux de mourante, de sa voix si faible, et comment elle a embrassé ma vieille main si rude, et qu'elle m'a béni. Si, vous l'avez vu. Et ne m'avez-vous pas entendu lui jurer de tenir promesse, si bien que les yeux qu'elle ferma étaient pleins de gratitude? Si. Eh bien maintenant j'ai de bonnes raisons de faire tout ce que je veux accomplir. Cela fait de longues années que vous me faites confiance. Vous m'avez cru des semaines durant quand se passaient des choses si étranges que vous doutiez. Croyez-moi un peu, ami John, si vous ne faites pas confiance, alors il me faut dire à quoi je pense. Et peut-être, ce n'est pas opportun. Et si je travaille, car je travaillerai bel et bien, qu'on me fasse confiance ou non, sans la confiance de mon ami, alors je travaille le cœur lourd, et hélas, je vais me sentir si seul quand j'aurai besoin de toute l'aide et de tout le courage possible. Ami John, nous allons traverser des jours étranges et terrifiants. Ne soyons pas deux, mais un seul, travaillant ainsi pour un bel objectif. N'acceptez-vous pas de me faire confiance? Je lui pris la main et le lui promis. Quand il partit, je laissai ma porte ouverte et je l'observais qui quittait dans sa chambre puis fermait la porte. Debout, immobile, je vis l'une des choses passer en silence dans le couloir, me tournant le dos. Elle ne me vit pas, et entrer dans la chambre où se reposait Lucie. Ce spectacle m'émut. L'attachement est si rare et nous sommes reconnaissants à ceux qui, sans qu'on leur demande, en témoignent à ceux que nous aimons. Il y avait là une pauvre fille oubliant les terreurs naturelles que lui inspirait la mort pour aller veiller, seule, la bière de la maîtresse qu'elle aimait, pour ne pas laisser dans la solitude cette pauvre Argile,
en attendant qu'elle connaisse le repos éternel. Je dormis à coup sûr d'un long et profond sommeil, car il faisait grand jour quand Van Helsing me réveilla en pénétrant dans ma chambre. Il vint près de mon lit et me dit « Inutile de vous soucier des bistouris. Nous ne ferons pas cela. »« Pourquoi donc ?» demandai-je, car j'avais été fort impressionné par son ton solennel de la veille au soir. « Parce que... il est trop tard. Ou trop tôt. Voyez. » Il tendit alors le petit crucifix en or. « On a volé ceci cette nuit. »« Comment voler ?» demandai-je étonné, « puisque vous l'avez à cette heure. »« Parce que je l'ai repris à la misérable gueuse qui l'a volé, à la femme qui a détroussé les morts et les vivants. Sa punition viendra sans aucun doute, mais je n'en serai pas l'instrument. Elle n'avait pas totalement conscience de ce qu'elle faisait, et ainsi elle s'est contentée de voler. Maintenant, il nous faut attendre. » Il s'éloigna sur ces mots, me laissant à nouveau un mystère à peser, une nouvelle énigme avec laquelle me collecter. La matinée fut lugubre, mais à midi arriva l'avoué, M. Marquand, de Holman et Fils, Marquand et Lidderdale. Très affable, très reconnaissant du travail que nous avions fourni, il nous déchargea de tous les soucis de détail. Il nous déclara pendant le déjeuner que Mme Westenra, fragile du cœur, s'attendait depuis un certain temps à mourir subitement, et qu'elle avait laissé ses affaires dans un ordre parfait. Il nous fit savoir qu'à l'exception de certains biens substitués appartenant au père de Lucie et qui écheraient maintenant à défaut d'héritiers indirects à des parents éloignés, la totalité de la fortune, à la fois immobilière et mobilière, irait sans restriction aucune à Arthur Holmwood. Une fois ces précisions données, il ajouta: « Pour parler franchement, nous avons fait notre possible pour empêcher cette disposition testamentaire, et nous avons évoqué certaines éventualités susceptibles de laisser sa fille sans ressources ou de la priver de toute la latitude à laquelle il lui serait loisible de prendre en matière d'union matrimoniale. En vérité, nous nous sommes montrés si insistants que nous n'étions pas loin de nous fâcher, car elle nous a demandé si oui ou non nous étions disposés à exécuter ses volontés. Dans ces conditions, nous ne pouvions bien sûr qu'accepter. Nous avions raison quant au principe et nous avions 99% de chance sur 100 de le prouver par la seule logique des événements, le bien fondé de notre opinion. Néanmoins, pour parler franchement, je dois avouer que toute autre espèce de disposition eût en l'occurrence fait obstacle à l'exécution de ses volontés. Car comme elle est décédée avant sa fille, cette dernière, sans cette disposition, serait entrée en possession de sa fortune, et même si elle n'avait survécu à sa mère que l'espace de 5 minutes, c'est bien au cas où elle n'aurait pas fait ce testament, et il existait une impossibilité pratique à rédiger un testament vu les circonstances, aurait été traitée lors de son décès comme si elle était morte sans avoir désigné d'héritier. Auquel cas, Lord Godalming, bien qu'étant un ami si cher, n'aurait pu faire valoir le moindre droit, et il est peu vraisemblable que les héritiers qui sont des parents éloignés aient renoncé à leur juste droit pour des raisons sentimentales liées à un total inconnu. Je vous assure, chers messieurs, que je me réjouis du dénouement et que je m'en réjouis parfaitement. Ce n'était pas un homme méchant, mais de voir se réjouir de cet infime et unique détail le concernant professionnellement, alors que venait de se dérouler une si grande tragédie, était un bel exemple des limites que peuvent connaître la compréhension et la sympathie. Il ne resta pas longtemps, mais dit qu'il reviendrait plus tard dans la journée pour voir de Lord Godalming. Sa venue nous avait néanmoins apporté quelques réconforts puisqu'elle nous donnait l'assurance que nous n'aurions à redouter de commentaires hostiles sur aucun de nos faits et gestes. Arthur était attendu à 5 heures. Aussi, peu avant cet instant, nous visitâmes la chambre mortuaire. Elle méritait bien ce nom, car désormais mère et fille reposaient toutes les deux. L'entrepreneur de pompes funèbres, tout entier attaché à son art, y avait exposé au mieux ses ornements funéraires et l'endroit affichait un air de mort qui nous plongea aussitôt dans l'affliction. Van Helsing donna l'ordre d'en revenir à la disposition initiale, expliquant que Lord Godalming, qui allait bientôt arriver, se sentirait moins déchiré de voir la dépouille de sa fiancée, et elle seule. L'homme des pompes funèbres parut scandalisé de sa propre stupidité et il mit tout en œuvre pour remettre les choses dans l'état où nous les avions laissées la veille au soir. Ainsi, à l'arrivée d'Arthur, nous avions fait notre possible pour que lui fût épargné tout ce qui pourrait heurter sa sensibilité. Le pauvre garçon. Il paraissait terriblement triste et découragé. Sa robuste virilité semblait
elle-même s'être quelque peu amenuisée sous l'effet délétère des émotions si éprouvantes qu'il avait subies. Je savais qu'il ressentait envers son père un attachement authentique et fervent. Le perdre en cette conjoncture était un rude coup pour lui. Il me témoigna sa chaleur coutumière, et à Van Helsing une courtoisie pleine de gentillesse. Mais je ne pouvais pas ne pas voir qu'il était en proie à une certaine gêne. Le professeur l'observa lui aussi et il me fit signe de le conduire à l'étage, ce que je fis, le quittant à la porte de la chambre quand il me semblait qu'il aimerait être tout à fait seul avec elle. Mais il me prit par le bras et me fit entrer, disant d'une voix étranglée « Tu l'aimais toi aussi, mon vieux ?» Elle m'a tout raconté. Et il n'était pas d'ami qui fût plus proche que toi de son cœur. Je ne sais comment te remercier de tout ce que tu as fait pour elle. Je ne peux pas encore me faire à l'idée. Là, il s'effondra soudain, jeta les bras autour de mes épaules et posa la tête sur ma poitrine, en pleurs. « Jack, qu'est-ce que je vais faire? Tout ce qui faisait ma vie semble m'avoir échappé d'un coup. Il n'y a rien au monde pour lui donner un sens. » Je le réconfortai du mieux que je pus. Dans de telles situations, les hommes n'ont pas besoin de grand-chose pour s'exprimer. Une main qui se serre, un bras qui se fait plus pressant autour de l'épaule, un sanglot à l'unisson. Voilà des expressions de sympathie chères au cœur de l'homme. Je me tenais debout, immobile et silencieux, jusqu'au moment où cessèrent ces sanglots. Et je lui dis alors doucement, « Viens, viens la regarder. » Ensemble, nous nous approchâmes du lit, et je soulevai le linge de Baptiste qui recouvrait son visage. Dieu, qu'elle était belle. Chaque heure qui passait semblait rehausser son charme. J'en étais quelque peu effrayé et stupéfait. Quant à Arthur, il se mit à trembler et au bout du compte, le doute le fit s'agiter comme l'eût fait une fièvre. Enfin, après une longue pause, il me dit en chuchotant faiblement, « Jack, est-elle vraiment morte ?» Avec tristesse, je l'assurai qu'elle l'était. Je poursuivis en suggérant, car je sentais qu'un doute aussi horrible ne devait pas durer un instant de plus si je pouvais l'empêcher. Il n'était pas rare qu'après la mort, les visages s'adoucissent et qu'ils se résolvent même en leur beauté juvénile, et que c'était particulièrement vrai lorsque la mort avait été précédée de souffrances aiguës ou prolongées. Voilà qui parut dissiper tous ses doutes, et après être resté un moment à genoux près de la couche et avoir longuement contemplé Lucie avec adoration, il se détourna. Je lui dis que c'était le moment de l'adieu, car il fallait préparer le cercueil. Il revint alors, prit sa main forte dans les siennes et la baisa, puis il se pencha et lui baisa le front. Il la quitta, la regardant tendrement par-dessus son épaule en s'éloignant. Je le laissai au salon et dis à Van Helsing qu'il lui avait fait ses adieux. Ce dernier se rendit alors à la cuisine pour dire aux employés des pompes funèbres de continuer leurs préparatifs et de visser le cercueil. Lorsqu'il ressortit, je lui fis part de la question d'Arthur, et il répondit. Je ne suis pas surpris. À l'instant même, j'ai moi-même un moment douté. Nous dînâmes tous ensemble, et je vis que le pauvre Hart essayait de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Van Helsing avait gardé le silence durant tout le repas, mais lorsque nous eûmes allumé nos cigares, il dit « Lord... » Mais Arthur l'interrompit. « Non, pas de ça, pour l'amour de Dieu. En tout cas pas encore. Excusez-moi, monsieur, je ne voulais pas vous offenser. C'est seulement que mon deuil est si récent. » Le professeur répondit avec beaucoup de gentillesse. « Je n'ai eu recours à ce nom que parce que j'avais un doute. Il ne faut pas que je vous appelle monsieur. Et maintenant, voici que je vous aime. Oui, cher garçon, je vous aime. En tant qu'Arthur. » Arthur tendit la main et prit avec chaleur celle du vieil homme. « Appelez-moi comme vous voulez. J'espère avoir le droit de toujours garder le titre d'ami. Et laissez-moi vous dire que je ne trouve pas les mots pour vous remercier de votre bonté envers ma pauvre chérie. Je sais qu'elle comprenait votre bonté mieux encore que je ne le fais. Et si j'ai été brutal ou si j'ai en quoi que ce fût manqué aux usages au moment où vous vous souvenez. Je vous prie de me pardonner. » Van Helsing répondit avec gentillesse et gravité. « Je sais qu'il vous était alors difficile de me faire entièrement confiance, car celui qui approuve violence comme ça, il lui est nécessaire de comprendre.
J'imagine que vous ne me faites pas, que vous ne pouvez pas me faire confiance en ce moment, puisque vous ne comprenez pas encore. Et peut-être y aura-t-il d'autres moments où je voudrais que vous fassiez confiance quand vous ne pourrez pas, quand vous n'aurez pas le droit, quand vous ne devrez pas encore comprendre. Mais le temps viendra où votre confiance en moi sera entière et complète, et où vous comprendrez comme le soleil qui perce les nuages. Alors vous me bénirez, de A à Z, pour vous-même, pour les autres et pour cette chère personne que j'ai promis de protéger. Et vraiment, vraiment, monsieur, dit Arthur avec chaleur, j'aurai confiance en vous en tout égard. Vous avez, je le sais, je le crois, le cœur très noble. Vous êtes l'ami de Jack et vous étiez celui de Lucie. Vous ferez ce qu'il vous plaira. Le professeur s'éclaircit 2 ou 3 fois la gorge, comme s'il allait parler, et il finit par dire « Puis-je maintenant vous demander quelque chose ?»« Certainement. Vous savez que Madame Westenra vous a laissé tout ce qu'elle possédait. » »« Non. La pauvre et chère femme. Je n'avais jamais songé à cela. Et comme tout vous appartient, vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez. Je veux que vous me donniez la permission de lire tous les papiers et lettres de Miss Lucy. Croyez-moi, ce n'est pas là une vaine curiosité. J'ai un motif qu'elle aurait, soyez sûr, approuvé. J'ai tous ces documents avec moi. Je les ai pris avant que nous ne sachions que tout était à vous, afin que nulle main étrangère ne les touche, afin que nul œil étranger ne scrute son âme au travers des mots. Je les garderai, si on m'y autorise. Même vous, vous ne pouvez pas encore les voir, mais je les garderai à l'abri. Aucun mot y figurant ne sera perdu. Et en temps favorable, je vous les rendrai. C'est chose dure que je demande, mais vous accepterez, n'est-ce pas? Pour l'amour de Lucie. Arthur s'exprima franchement et sans détour, tel que je le connais depuis si longtemps. Docteur Van Helsing, vous avez toute liberté d'agir comme vous l'entendrez. En disant cela, je le sens, je fais ce que ma chère Lucie aurait approuvé. Je ne vous ennuierai pas par mes questions, tant que le moment ne sera pas venu. Le vieux professeur se dressa et dit sur un ton solennel « Et vous avez raison. Il y aura de la douleur pour nous tous, mais il n'y aura pas que de la douleur, et cette douleur ne sera pas la dernière. Nous et vous aussi, vous plus que tout autre, mon cher garçon, devrons traverser une eau amère avant de gagner l'eau suave. Mais il faut que nous ayons le cœur vaillant et non égoïste, que nous fassions notre devoir, et tout ira bien. » J'ai passé cette nuit-là sur un sofa dans la chambre d'Arthur. Van Helsing ne s'est pas du tout couché. Il allait de ci, de là, comme s'il patrouillait dans la maison, sans jamais perdre de vue la pièce où Lucie gisait en son cercueil, jonché de fleurs d'ail sauvage, qui par-delà l'odeur du lys et de la rose, diffusait dans la nuit une odeur lourde et suffocante. Journal de Mina Harker, le 22 septembre. À bord du train pour Exeter, Jonathan est endormi. C'est comme si c'était hier seulement que j'avais tenu ce journal pour la dernière fois, et pourtant, que de choses se sont passées entre ces moments-là. J'étais à Whitby. Tous les espoirs m'étaient permis, mais l'absence de Jonathan, aucune nouvelle de lui, et le moment présent. Me voici marié à Jonathan. Jonathan, avoué, associé, riche, gérant ses propres affaires. Monsieur Hawkins, mort et enterré, Jonathan en proie à une nouvelle crise qui peut nuire gravement à sa santé. Un jour peut-être m'interrogera-t-il à ce sujet. Tout cela, je le consigne. Ma sténographie s'est rouillée. Voyez ce que la prospérité nous apporte lorsqu'on ne s'y attend pas. Et donc, il vaut peut-être la peine de la revivifier par n'importe quel exercice. L'office fut très simple et très solennel. N'étaient présents que les domestiques et nous-mêmes, un ou deux de ses vieux amis d'Exeter, son agent londonien, et un monsieur qui représentait Sir John Paxton, président de l'association des professions juridiques. Jonathan et moi, nous nous tenions par la main et nous sentions que notre meilleur et plus cher ami nous avait quittés. Nous sommes revenus paisiblement à Londres, prenant un bus jusqu'à Hyde Park Corner. Jonathan a pensé qu'il serait pour moi intéressant d'aller passer un moment sur le Row.
Ainsi avons-nous pris un siège. Mais il n'y avait que très peu de monde, et il était triste et désolant de voir tant de sièges vides. Cela nous a fait penser aux fauteuils qui, chez nous, restaient vides également. Nous nous sommes donc levés et avons descendu Piccadilly. Jonathan me tenait par le bras comme il le faisait jadis avant que je ne travaille à l'école. Cela me parut très inconvenant. On ne peut pas en effet des années durant enseigner l'étiquette et les bienséances à d'autres jeunes filles sans que ces manies pointilleuses ne laissent quelques traces sur celles qui s'y attachent. Mais c'était Jonathan, c'était mon mari, et tous ceux qui nous voyaient étaient des inconnus. Peu importait qu'il en fût autrement. Nous avons donc poursuivi notre marche. J'étais en train de regarder une très jolie fille portant un grand chapeau circulaire à large bord, assise dans une Victoria devant chez Giuliano, lorsque j'ai senti que Jonathan me serrait le bras si fort que cela m'a fait mal, tout en disant à mi-voix « Mon Dieu !» Je me fais toujours du souci pour Jonathan, craignant de le voir à nouveau perturbé par quelque crise nerveuse. Aussi me suis-je tourné prestement vers lui, et lui ai-je demandé ce qui le mettait dans cet état. Il était très pâle, et ses yeux semblaient exorbités tandis que, mi-terrifié, mi-stupéfait, il regardait fixement un grand homme mince au nez crochu, avec une moustache noire et une barbe taillée en pointe, qui observait, lui aussi, la jolie fille. Il la regardait si intensément qu'il ne nous voyait ni l'un ni l'autre, ce qui m'offrait de lui une vue parfaite. Son visage n'avait rien d'agréable. Il était dur, cruel, sensuel, et ses grandes dents blanches, qui paraissaient d'autant plus blanches que ses lèvres étaient rouges, étaient aussi pointues que celles d'un animal. Jonathan ne le quittait pas des yeux, si bien que j'ai fini par avoir peur qu'il s'en aperçoive. Je craignais qu'il ne s'en formalise tant il avait l'air féroce et mauvais. J'ai demandé à Jonathan ce qui le troublait, et il a répondu, pensant à l'évidence que j'en savais autant que lui. « Vois-tu qui c'est ?»« Non, très cher. Je ne le connais pas. Qui est-ce » Sa réponse, j'en ai l'impression, m'a choqué et m'a fait tressaillir, car ce fut comme si il ne savait pas que c'était à moi, Mina, qu'il parlait. C'est lui. Il était évident que ce pauvre chéri avait très peur de quelque chose, qu'il en avait immensément peur. Je crois vraiment que si je n'avais pas été là pour qu'il s'appuie sur moi, il se serait effondré. Il regardait toujours. Un homme est sorti du magasin et, en tenant un petit paquet qu'il a donné à cette jeune femme, dont la voiture s'est alors éloignée. Le personnage ténébreux ne la quittait pas des yeux, et quand le véhicule s'est mis à remonter Piccadilly, il est parti dans la même direction et a hélé un cab. Jonathan le suivait du regard et il a dit comme pour lui-même « Je crois que c'est le comte, mais il a rajeuni. Mon Dieu, si c'était bien lui. Mon Dieu, si seulement je savais. Si seulement je savais. » Il était dans un tel état de détresse que je n'ai pas voulu l'y faire penser davantage en lui posant la moindre question. Aussi ai-je gardé le silence. Je l'ai fait avancer doucement et lui, tenant mon bras, m'a suivi sans faire de difficulté. Nous avons encore fait quelques pas, puis nous sommes entrés dans Green Park où nous sommes restés assis un moment. Il faisait chaud pour une journée d'automne, et il y avait un siège confortable en un lieu ombragé. Jonathan a passé quelques minutes à regarder dans le vide, puis ses yeux se sont fermés, et il s'est endormi tranquillement, la tête sur mon épaule. J'ai pensé que c'était le mieux pour lui, aussi ne l'ai-je pas dérangé. Il s'est éveillé au bout d'une vingtaine de minutes, et il m'a dit fort gaiement « Eh bien, Mina, ai-je dormi ? Oh, pardonne-moi ce manque de tenue. Viens, nous allons prendre une tasse de thé quelque part. » À l'évidence, il avait tout oublié du ténébreux étranger. De même que lors de sa maladie, il avait tout oublié de ce que cet épisode venait de lui rappeler. Cette façon de glisser dans l'oubli ne me plaît guère. Cela peut provoquer ou entretenir quelques lésions du cerveau. Il ne faut pas que je l'interroge, de peur de faire plus de mal que de bien, mais d'une manière ou d'une autre, il faut que j'apprenne ce qui s'est passé lors de son voyage à l'étranger. Il est temps, maintenant, je le crains, que j'ouvre ce paquet, que je sache ce qui y est écrit. Jonathan, tu me pardonneras, je le sais, si j'agis mal, mais très cher, c'est pour toi que je vais le faire. Plus tard. Triste retour chez nous à tout égard. Absence à la maison de l'être cher qui a été si bon pour nous. Jonathan, toujours pâle et pris d'étourdissement du fait de sa légère rechute.
Et maintenant un télégramme de Van Helsing. Je ne sais pas qui est cet homme. Vous apprendrez avec affliction que Madame Westenra est morte il y a 5 jours et que Lucie est morte avant-hier. L'une et l'autre ont été enterrées aujourd'hui. Oh, quel immense chagrin nous apportent ces quelques mots. Pauvre Madame Westenra, pauvre Lucie, partie pour ne jamais nous revenir. Et pauvre Arthur, de voir toutes ces douceurs qui s'éloignent de lui. Que Dieu nous aide à supporter nos épreuves. Journal du docteur Seward, le 22 septembre. Tout est terminé. Arthur est retourné à Ring, emmenant Quincy Morris avec lui. Quel garçon épatant que Quincy. Je crois du fond du cœur qu'il a souffert autant que nous de la mort de Lucie, mais il a traversé toute cette épreuve avec l'esprit d'un viking. Si l'Amérique continue à produire des hommes comme celui-là, elle sera vraiment l'une des puissances du monde. Van Helsing reste allongé car il se repose en prévision de son voyage. Il se rend ce soir à Amsterdam mais dit qu'il reviendra demain soir, qu'il veut simplement arrêter quelques dispositions qu'il est le seul à pouvoir prendre. Il restera alors chez moi s'il le peut. Il dit que du travail l'attend à Londres et que cela nécessitera peut-être un peu de temps. Le pauvre vieux. Je crains que les tensions de la semaine dernière ne soient venues à bout de sa résistance de fer. Tout le temps qu'ont duré les funérailles, j'ai pu voir qu'il faisait de terribles efforts sur lui-même. Quand tout fut terminé, nous nous tenions à côté d'Arthur qui, le pauvre, parlait de son rôle durant l'intervention qui avait permis de transfuser son sang dans les veines de sa chère Lucie. J'ai alors vu que le visage de Van Helsing pâlissait et s'empourprait tour à tour. Arthur disait que depuis lors, il lui semblait qu'ils étaient tous deux vraiment mariés et qu'elle était sa femme, aux yeux de Dieu. Aucun de nous ne souffle un mot des autres transfusions et aucun de nous ne le fera jamais. Arthur et Quincy sont allés ensemble à la gare et Van Helsing et moi sommes venus ici. Au moment où nous nous sommes retrouvés seuls dans la voiture, il s'est laissé aller à une crise d'hystérie en règle. Depuis, il m'a assuré qu'il ne s'agissait pas d'hystérie, soutenant avec insistance que c'était simplement son sens de l'humour qui s'exprimait après des événements vraiment terrifiants. Son rire a dégénéré en pleurs et il m'a fallu baisser les rideaux pour que personne ne se rende compte ou se méprenne. Et puis ce sont ces pleurs qui sont redevenus des rires, et de rire et de crier en même temps comme le ferait une femme. J'ai tenté de faire preuve d'autorité à son égard comme on le fait avec une femme en ce genre de circonstances, mais en vain. Les hommes et les femmes manifestent si différemment la force comme la faiblesse de leurs nerfs. Puis lorsque son visage a retrouvé sa gravité et son sérieux, je lui ai demandé ce qui avait provoqué sa gaieté et pourquoi cela s'était passé en un tel moment. Sa réponse fut d'une certaine façon conforme à sa personnalité, car elle était empreinte de logique, de force et de mystère. Non. Vous ne me comprenez pas, ami John. N'allez pas croire que je ne sois pas triste, bien que je rie. Voyez, j'ai pleuré alors même que je m'étranglais de rire. Et ne croyez pas que je sois éperdu de désespoir quand je pleure, car rire, je le fais tout aussi bien. Gardez cela pour vous, pour toujours. Le rire qui frappe à la porte en disant « Puis-je entrer ?» n'est pas un vrai rire. Non, c'est un roi. Et il vient quand ça lui plaît. Il ne demande après personne, il ne choisit pas le moment opportun. Il dit « Je suis là ». Observez, mon cœur saigne de chagrin pour cette si douce jeune fille. Je donne mon sang pour elle bien que je sois un vieil homme usé. Je donne mon temps, mon art, mon sommeil, je prive de soins mes autres gens qui souffrent afin de tout lui donner à elle. Et ce, nonobstant, je suis capable de rire devant sa tombe. Même de rire lorsque l'argile tombe de la pelle du sacristain sur son cercueil. Mon cœur saigne pour ce pauvre garçon, ce cher garçon, tout près par l'âge de mon garçon à moi, si Dieu avait voulu qu'il vive, avec des cheveux et des yeux comme les siens. Voilà, vous savez maintenant pourquoi je l'aime tant. Et pourtant, quand il dit des choses qui touchent à vif mon cœur d'époux et font que mon cœur de père ressent pour lui un élan que je n'en éprouve envers aucun autre, pas même envers vous, ami John, car notre passé nous met plus à égalité que ne sont père et fils. Eh bien, à ce moment-là, Sa Majesté, le rire, vient à moi et crie et mugit à mon oreille. Me voilà, me voilà. Et le sang, alors revient en dansant.
et apporte à ma joue un peu du soleil que il charriait avec elle. Ami John, c'est un monde étrange, un monde triste, un monde plein de misère, de malheur et de soucis, et pourtant, quand vient Sa Majesté le rire, elle fait danser tout le monde sur l'air qu'elle joue. Les cœurs saignent, les os desséchés du cimetière, les larmes qui brûlent lorsqu'elle tombe. Tout cela danse de concert au son de la musique que fait le rire, avec la sienne bouche qui ne sourit pas. Et croyez-moi, ami John, c'est bonté à lui de venir et bienveillance. Nous autres, hommes et femmes, sommes des cordes tendues très fort par l'attraction qui nous tire dans différentes directions. Puis viennent les larmes, et comme la pluie sur les cordes, elles nous revigorent, jusqu'à ce que peut-être l'attraction devienne trop forte, et nous cassions. Et Sa Majesté le rire, elle vient comme le soleil et diminue de nouveau l'attraction, et nous supportons d'avoir à continuer le travail, quel qu'il soit. Je n'eus pas le cœur de le blesser en prétendant ne pas voir ce qu'il avait en tête. Mais ne comprenant pas encore ce qui le faisait rire, je le lui demandai. Quand il me répondit, son visage s'emplit de gravité. Et il dit sur un ton tout à fait différent. Oh, c'était là la sinistre ironie de tout cela. Cette si charmante jeune fille entourée de guirlandes de fleurs, qui semblait tant belle comme la vie, au point que, l'un après l'autre, nous nous sommes demandé si vraiment elle était morte. Elle mise dans une si élégante maison de marbre dans ce cimetière solitaire, où reposent tant de gens de sa lignée. Mise là avec la mère qui l'aimait et qu'elle aimait, et cette cloche sacrée qui tintait le glas, si triste, si lente, et ces hommes saints avec les ornements de l'ange faisant semblant de lire dans des livres. Et cependant leurs yeux ne suivaient jamais la page, et nous tous, tête baissée. Et tout ça pourquoi? Elle est morte, alors? Hein? Eh bien, sur ma vie, professeur, je ne vois dans tout cela rien de risible. De fait, vos explications rendent la chose plus énigmatique encore qu'elle ne l'était. Mais même en admettant que l'office funèbre fût comique, que dire de ce pauvre Hart et de son émotion? Enfin, il avait tout simplement le cœur brisé. Exactement. N'a-t-il pas dit que la transfusion de son sang dans les veines de Lucie avait vraiment fait d'elle son épouse? Oui. Et c'était pour lui une idée douce et réconfortante. Tout à fait. Mais il y a une difficulté, ami John. Si cela est vrai, alors que dire des autres? Ainsi cette si douce vierge et polyandre, et moi avec ma pauvre femme morte pour moi mais vivante d'après la loi de l'Église, bien qu'ayant perdu la raison, complètement disparu, même moi, qui suis fidèle époux de cette femme, je suis bigame. Je ne vois pas non plus ce qu'il y a là de drôle, dis-je, et je lui en voulais de tenir ses propos. Il mit la main sur mon bras, et il dit « Ami John, pardonnez-moi si je cause de la douleur. Je n'ai pas montré mes sentiments à d'autres lorsque ça aurait blessé, mais seulement à vous, mon vieil ami, à qui je peux faire confiance. Si vous aviez pu voir les choses au fond de mon cœur, quand je voulais rire, si vous aviez pu le faire quand le rire s'est produit, si vous pouviez le faire maintenant que Sa Majesté le rire a remballé sa couronne et tout ce qui est à elle, car elle est partie loin, loin de moi et pour longtemps, très longtemps. Peut-être que vous auriez pitié de moi, plus que de tout autre. » La tendresse du ton de Van Helsing m'a touché, et je lui ai demandé pourquoi il disait cela. Il me répondit « Parce que je sais. » Et maintenant voici, nous nous sommes tous dispersés. Durant de nombreuses et longues journées, la solitude restera perchée sur nos toits avec ses ailes qui nous recouvrent de leur mélancolie. Lucie repose dans le tombeau des siens, seigneuriale maison de mort dans un cimetière solitaire, à l'écart du grouillement de Londres. Là où l'air est frais, où le soleil se lève au-dessus de Hampstead Hill et où des fleurs sauvages poussent spontanément. Ainsi puis-je finir ce journal. Dieu seul sait si j'en commencerai jamais un autre. Si c'est le cas, ou si jamais je rouvre celui-ci, ce sera pour évoquer des gens différents et des thèmes différents. Car ici, ayant atteint le terme, l'endroit où s'achève le roman de ma vie, avant de reprendre le travail, qui est le fil de ma vie, je dis avec tristesse et sans espoir, finisse. Westminster Gazette, 25 septembre. Mystère à Hampstead. Une série d'événements parallèles, semble-t-il, à ce que les journalistes qui trouvent les gros titres ont appelé « Horreur à Kensington »,« La femme au poignard » ou « La femme en noir ».
trouble en ce moment même la tranquillité des environs de Hampstead. Ces 2 ou 3 derniers jours, on a pu relever plusieurs cas de jeunes enfants qui disparaissaient de chez eux ou négligeaient d'y revenir après avoir joué sur la lande. Dans tous ces cas, les enfants étaient trop jeunes pour expliquer en termes suffisamment intelligibles ce qui leur était arrivé. Mais tous se sont accordés à avancer comme excuse qu'ils avaient rencontré une dame rudement belle. C'est tard le soir que tous sont disparus, et à 2 reprises on a pu retrouver les enfants que le lendemain matin de bonne heure. L'hypothèse qui prévaut dans les environs est que comme le premier enfant disparu a attribué son absence au fait qu'une dame rudement belle lui avait demandé de venir se promener avec elle, les autres avaient retenu cette expression et s'en étaient servis le moment venu. C'est d'autant plus naturel que le jeu favori des petits-enfants consiste en ce moment à se détourner les uns des autres de leur chemin par des ruses. L'un de nos correspondants nous écrit qu'il est immensément drôle de voir certains bambins jouer le rôle de la dame rudement belle. Certains de nos caricaturesques, dit-il, auraient beaucoup à apprendre dans le domaine de l'ironie et de l'exagération en comparant la réalité et sa représentation. Il est parfaitement conforme aux principes généraux de la nature humaine que la dame rudement belle soit le rôle le plus recherché lors de ces spectacles de plein air. Notre correspondant dit avec naïveté que même Hélène Terry aurait eu de la peine à se montrer aussi engageante et attirante que font semblant de l'être certains de ces petits-enfants au visage barbouillé. Cette question néanmoins présente peut-être un côté sérieux. Certains de ces enfants, et de fait tous ceux dont la disparition s'est produite la nuit, ont eu la gorge légèrement écorchée ou blessée. Des blessures rappellent celles qui pourraient causer un rat ou un petit chien, si bien que, dans aucun de ces cas, elles ne présentent un vrai caractère de gravité. Elles tendraient à prouver que l'animal qui les inflige, et quel qu'il soit, agit selon un système ou une méthode bien à lui. La police du secteur a reçu pour instruction de faire très attention à tous les enfants, surtout les plus jeunes, susceptibles de vagabonder à Hampstead Heath et dans sa périphérie, et de voir s'il y a le moindre chien errant dans les environs. Westminster Gazette, 25 septembre, édition spéciale. Horreur à Hampstead, encore un enfant blessé. Nous apprenons à l'instant qu'un nouvel enfant disparu hier soir n'a été découvert qu'en fin de matinée sous un buisson d'ajoncs dans le secteur de Hampstead Heath, le plus proche de Shooter's Hill. Secteur qui est peut-être moins fréquenté que les autres. L'enfant présente la même petite blessure à la gorge que celle qu'on a pu relever dans d'autres cas. Il était terriblement faible et semblait très émacié. Lui aussi, après avoir en partie retrouvé des forces, a raconté l'histoire habituelle. Il avait été entraîné par la dame rudement belle.